Je suis Maude Dupart, conseillère en création à la CCI de Haute-Savoie. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire Comment choisir sa forme juridique, qui voilà, est une partie essentielle dans le projet de création. Je remercie notre intervenante Lauriane Vernas-Franchi, avocate au barreau d'Annecy, d'être présente avec nous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour voilà, une quarantaine de minutes. Sachez que le support PowerPoint que vous visualisez voilà, est disponible en téléchargement dans la rubrique Documents à télécharger sur votre droite, et ceci pendant toute la durée du webinaire. Pour faciliter nos échanges, et les échanges seraient le relais pour toutes vos questions durant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à en poser, pareil, dans la rubrique questions sur votre droite. On y reviendra en fin de session. Voilà, Lauriane pourra y répondre. Donc, Lauriane, je vais vous passer la main. C'est à vous. Merci. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Lauriane Vernas-Franchi, avocat en droit des entreprises et droit immobilier. Donc, vous avez sur le petit PDF qui est à votre disposition une présentation qui correspond pas tout à fait à mes domaines d'activité, puisque le droit de la consommation notamment ne fait pas partie de mes domaines d'activité. Mais voilà. Donc, vous avez une présentation quand même sur le PDF. Donc, je vous remercie de votre participation et je ne vous entends pas. Donc, comme l'indiquait Madame Dupart, pendant 40 minutes, je suis un peu toute seule pour vous présenter le choix de la forme juridique de votre société. Donc, je pense que vous voyez mon écran en partage, en tout cas, je l'espère. Comment choisir la forme juridique de votre entreprise, quand et sur quels critères? Donc, c'est un élément qu'on va choisir vraiment en amont d'un projet et qui va devoir s'appuyer sur un ensemble de choses et notamment qui va s'appuyer sur le statut fiscal et le statut social que vous allez rechercher. Mais également votre régime matrimonial éventuellement, à savoir le régime matrimonial, c'est ce qui s'applique aux époux mariés, puisque selon votre régime matrimonial, votre conjoint va avoir des droits ou non sur votre société. Voilà. Donc, le choix de la structure juridique, à quel moment est-ce qu'on s'intéresse à cette question? Alors moi, je vous dirais bien en tout premier lieu, mais finalement, en tout premier lieu, il y a un ensemble de choses à préparer. Donc, après l'idée, vous avez votre idée qui vous est propre et à la suite de cela, vous allez vouloir élaborer un projet et notamment procéder à une étude de marché, voir si votre projet est adapté au marché que vous souhaitez cibler, à la clientèle que vous souhaitez cibler, une étude technique également en fonction de la faisabilité technique, notamment si vous avez besoin de matériel, etc., pour réaliser votre activité, une étude financière auprès de vos partenaires financiers et en parallèle de tout cela, une étude juridique pour choisir la structure. Et une fois que vous avez procédé à cet ensemble de réflexions, vous allez pouvoir réellement commencer votre activité. Donc, le choix du statut juridique de votre activité repose sur plusieurs critères et malheureusement aujourd'hui on n'aura pas le temps de tout aborder puisque le temps m'est compté. Mais la nature de votre activité notamment, vous n'allez pas pouvoir, si vous voulez exercer une activité qui est notamment réglementée, vous n'allez pas pouvoir choisir tout type de structure. L'importance des besoins financiers, le nombre de participants, le statut social du dirigeant, le régime fiscal également. Donc, le statut social, ça va être très clairement quel est le régime
le régime social, hein, que vous voulez, le régime de protection sociale que vous voulez pouvoir appliquer, votre régime fiscal, qui s'établit également en regardant la globalité de la structure de votre ménage, de votre famille, le mode de fonctionnement et de gestion que vous souhaitez voir mis en place, le degré d'engagement et de responsabilité du créateur. Le créateur, par exemple, est-ce qu'il voudra être gérant ou pas, ou président d'une société ou pas, s'il y a création de société. Votre régime matrimonial, je vous en ai parlé, et la crédibilité vis-à-vis de certains partenaires notamment. Donc, vous allez avoir le choix entre différentes formes juridiques en fonction de tous ces objectifs à atteindre. C'est effectivement, vous voyez le nombre de critères, ce qui explique, le nombre de critères explique la nécessité d'une réelle réflexion en amont. Donc, quels sont les choix qui s'offrent à vous? Vous avez le choix entre la structure d'entrepreneur individuel et la structure de société. Si on est une personne seule, on a le choix entre les deux. On peut très bien créer une entité d'entrepreneur individuel, qu'on appelle soit l'entrepreneur individuel en tant que tel, avec le choix de la forme sociale et fiscale de l'auto-entrepreneur, ou le choix de la création de l'EIRL, ou la société unipersonnelle. Et là, dans ce cadre-là, la société, que vous soyez une personne ou plusieurs personnes à porter un projet, vous pouvez faire le choix d'une société, sachant que si vous êtes plusieurs, vous ferez le choix entre une société à responsabilité ou une société par action simplifiée. Et si vous êtes seul, ce sera la forme de ces deux sociétés unipersonnelles, à savoir l'entreprise unipersonnelle à responsabilité ou la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, l'entreprise individuelle, je vous rappelle que l'entreprise individuelle, c'est uniquement si vous êtes seul, sans aucun autre associé. Vous portez un projet seul. Donc, vous êtes l'exploitant personne physique, le dirigeant, entre guillemets, et l'exploitant. C'est vous qui prenez toutes les décisions en direct. Il n'y a pas de capital social à déposer. Hein. Vous êtes, voilà, je me permets cette expression de nouveau, vous êtes en direct à exercer votre activité. Votre responsabilité dans ce cadre-là, et c'est là un levier sur lequel on va travailler quand on va créer une société, votre responsabilité, elle est illimitée par rapport aux dettes contractées. Ce qui veut dire que, très clairement, je ne parle pas de notion d'assurance ou voilà, de ce type de contrat d'assurance qui peut venir garantir votre responsabilité. Par contre, je parle des engagements que vous allez prendre. C'est vous, en tant que personne, qui vous engagez sur votre patrimoine personnel. Pour vous donner un exemple, un charpentier qui achètera une grue dans le cadre de la création de son activité en entreprise individuelle, cette grue va lui coûter un certain montant. Et s'il ne paye pas ce montant, le fournisseur viendra réclamer cette somme sur son patrimoine personnel, sur son compte personnel, s'il est marié éventuellement sur le compte de joint de sa famille, de lui et de son épouse, ou de elle et de son époux. Donc, c'est une responsabilité illimitée, une responsabilité financière illimitée. Votre patrimoine donc personnel est engagé, je vous l'ai dit, et vous avez le choix de faire pour protéger justement votre patrimoine familial, de choisir la forme de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui vous permet par cette création de rendre une partie de votre patrimoine insaisissable, c'est-à-dire de dire notamment mon patrimoine personnel, mon domicile sera insaisissable, tel bien qui appartient à mon épouse, on est marié sous le régime de la communauté, sera insaisissable par mes créanciers professionnels. Mais il y a vraiment que les éléments que vous allez mettre dans cette création d'insaisissabilité qui ne pourront pas être saisis par vos créanciers. Les formalités sont assez simples. C'est une immatriculation au centre de formalité des entreprises. Vous régularisez un formulaire, vous immatriculez votre activité et ensuite vous avez effectivement le choix de faire éventuellement
dans ce formulaire le choix du statut social et fiscal du micro-entrepreneur, et vous avez pour cela des plafonds de revenus à atteindre pour respecter la forme du micro-entrepreneur. Ce que je vous disais, vous avez une déclaration d'affectation de patrimoine. En fait, c'est la création qui fait que la création sous cette forme de l'EIRL qui fait que vous êtes protégé sur une partie de votre patrimoine. Et puis, vous avez le droit de faire le choix de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas automatique. Enfin, vous avez les obligations déclaratives, mais ça, ce sera dans toutes les formes à partir du moment où vous exercez une activité, vos dépôts de compte annuels obligatoires et un compte bancaire spécifique, l'ouverture d'un compte bancaire spécifique et séparé de votre compte personnel dédié à l'activité liée au patrimoine d'affectation. En micro-entrepreneur, l'entrepreneur individuel, donc c'est une sous-catégorie de l'entrepreneuriat individuel, le statut de la micro-entreprise. Vous êtes immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers en fonction de votre activité. Très clairement, les métiers de l'artisanat sont inscrits au registre des métiers, et les métiers commerciaux sont inscrits au RCS. Vous avez un régime micro-social simplifié et un régime micro-fiscal simplifié. C'est-à-dire que vous avez des options à faire, et que vous avez par le fait que vous avez procédé à ces options, vous avez des déclarations qui sont simplifiées avec des plafonds et des montants qui sont préétablis. L'autre forme, donc là on en a terminé avec la forme de l'entreprise individuelle et de votre activité. L'autre forme sera le choix d'une société, de la création d'une société. Alors pourquoi créer une société? Ça vous permet de porter un projet avec un ou plusieurs associés, d'avoir à titre de dirigeant, donc soit président d'une société par action simplifiée ou de gérant d'une SARL, société à responsabilité limitée. Vous avez le droit d'être un seul gérant ou un seul président ou plusieurs, et vous devez déposer un capital social. Alors le capital social, très clairement, le capital social, c'est une somme que vous allez affecter à l'exercice de votre société. Que ce soit pour la SARL ou la SAS, donc les deux types de sociétés principales sous le régime français, pour ces deux sociétés, vous avez un minimum, vous n'avez pas de minimum de capital à déposer. Vous pouvez très bien créer une SARL avec un capital de 1 euro, tout comme une SAS avec un capital de 1 euro, ce qui ne vous est absolument pas recommandé. Je m'expliquerai par la suite sur ce capital. Votre responsabilité dans le cadre d'une société, de la création d'une société, votre responsabilité est limitée aux apports, sauf faute de gestion. Donc, en tant que dirigeant, votre responsabilité est limitée. Si vous avez déposé 1 euro de capital, les créanciers de la société ne pourront pas venir vous réclamer à vous, créateur, dirigeant, plus de 1 euro. Voilà, c'est symboliquement que je vous donne cette somme de 1 euro. Tout comme si vous avez mis tout votre patrimoine personnel, toutes vos économies, vous avez tout mis au capital, vous êtes engagé à hauteur de tout ce capital. Donc, si vous avez mis 5 000, 10 000, 100 000 euros, vous êtes engagé à hauteur de ces 100 000 euros. D'accord? Ensuite, au niveau des formalités, il faut, pour créer une société, rédiger des statuts et ensuite procéder aux formalités d'inscription administrative, que sont les formalités d'immatriculation au centre de formalité des entreprises. Alors, voilà, vous avez là une présentation un petit peu synthétisée de chacun des types de sociétés. Donc, vous avez d'un côté SARL, EURL et de l'autre côté SAS et SASU. SARL, EURL, c'est la forme de la société à responsabilité limitée.
que ce soit SARL avec plusieurs associés ou EURL à associés uniques. Donc, pour s'intéresser d'abord à ce type de société, vous avez soit un projet avec plusieurs associés, soit un projet seul. Dans les deux cas, vous n'avez pas de minimum de capital social, c'est ce que je vous disais. Vous avez la forme d'une gérance, hein, le dirigeant est un gérant. Et puis, votre responsabilité pour tous les cas de société, on l'a déjà dit, est limitée aux apports, sauf faute de gestion. Votre pouvoir décisionnaire en tant que gérant, il va dépendre en fait dans les deux formes de société à responsabilité limitée, il va dépendre de votre pourcentage de parts détenues. Donc, dans une SARL, si vous avez 49% ou 51%, vous êtes deux associés, l'un 51%, l'autre 49%, vous allez pouvoir voter les décisions qui concernent votre société à hauteur du pourcentage de parts que vous détenez. Dans une URL, bien entendu, vous êtes seul, donc vous décidez seul de toutes les décisions, de toutes les orientations que vous donnez à votre société. L'autre forme étant la société par action simplifiée. Dans cette forme-là, vous êtes donc de la même manière soit deux associés ou plus dans la SAS ou un associé unique dans la forme unipersonnelle. Alors, la différence, en fait, du point de vue du nombre des associés, c'est que dans une SARL, le nombre d'associés est limité à 100, alors qu'il n'y a pas de limite dans le cadre d'une société par action simplifiée. Le montant minimal du capital, c'est la même chose, il n'y a pas de minimum. Et puis, au niveau des dirigeants, c'est également ce que je vous disais, la dénomination change et vous appelez président et non plus gérant de SAS. La responsabilité est la même pour le président de SAS, que ce soit en forme unipersonnelle ou non, elle est limitée aux apports, sauf si on démontre, c'est-à-dire un tiers ou un créancier, démontre votre faute de gestion. La SAS, elle a comme particularité de pouvoir aménager les statuts de manière plus souple qu'une SARL et votre pouvoir décisionnaire dans une société par action simplifiée comportant plusieurs associés sera déterminé selon les statuts. Ce qui sera décidé dans les statuts. D'où l'importance de bien rédiger vos statuts et de faire des statuts qui sont adaptés à votre situation. Dans une société par action simplifiée unipersonnelle, là encore, vous avez bien entendu un pouvoir total de décision puisque vous êtes seul. Dans la limite de, bien entendu, un pouvoir total dans la limite de ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre de faute de gestion qui pourrait vous mettre de la même manière que dans une société avec plusieurs associés, qui pourrait vous mettre dans une SASU, dans une situation difficile. Alors, le statut fiscal de chaque société, donc en fait, là je vous ai présenté le statut de l'entrepreneur individuel sans création de société, le statut de manière synthétisée de chaque société selon qu'elle soit unipersonnelle ou non. Et ce qu'il faut entendre, c'est que quand on choisit de créer une société, c'est une autre personne. On crée une autre entité, ce qu'on appelle dans le jargon juridique une personne morale. Vous créez une autre personne et qui va faire écran en fait entre vous et notamment le fisc ou le régime social. Donc le statut social de chacune de ces formes, eh bien, en entreprise individuelle, vous avez le choix du micro-fiscal, l'imposition au réel et l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vos revenus, les revenus que vous tirez de votre activité, sont directement imposés dans votre fiche de revenus au titre de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels commerciaux ou du BNT. Vous avez le droit de faire l'option à l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une entreprise individuelle uniquement si vous optez
pour le choix, pour le statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc là, c'est juste un formulaire différent de création à l'entrée de votre activité. Dans le cadre d'une société, vous avez une comptabilité au réel, vous êtes imposé au réel, d'accord? Donc au réel de ce qu'il faut entendre, c'est que vous êtes imposé au réel de ce que vous facturez. Et vous avez le choix par principe, l'impôt sur les sociétés s'applique, d'accord, ce qu'on appelle l'IS, mais vous avez le choix de la possibilité de l'impôt sur le revenu dans le URL ou sous certaines conditions dans les autres sociétés. En URL, vous pouvez également basculer sous le régime de l'impôt sur les sociétés en faisant option à cet impôt sur les sociétés dès la création, notamment. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on calcule votre imposition dans chacun des régimes? Alors, je vous dis concrètement, mais ça va rester quand même, je pense, assez abstrait pour vous, dans la mesure où je vous fais un petit peu un exposé à la Prévert de tout ce qui existe et que j'espère que vous arriverez à retenir ce qui vous intéresse personnellement. Donc lorsqu'on est à l'impôt sur le revenu au micro-fiscal, là on est dans le cadre d'une entreprise individuelle au micro-fiscal ou d'une URL. Donc on a créé une société, mais on est à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc dans ce cas-là, votre imposition, elle est calculée sur la base on prend votre chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous aurez encaissé. On vous fait un abattement forfaitaire, donc c'est le fisc, hein, vous êtes au micro-fiscal, donc vous avez un abattement forfaitaire des montants qui s'affichent, et ça nous donne le résultat imposable. D'accord? Il n'y a pas de notion de déficit. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous faites le choix du micro-fiscal, c'est que tout est forfaitaire. Pour exemple, vous ne déduisez pas vos charges réelles, par exemple, de carburant pour votre véhicule professionnel. Vous avez un forfait. Donc, c'est un calcul qui se fait et qui s'envisage, et ça va être aussi fait dans votre business plan en amont. Voir ce qu'il est judicieux de faire en fonction de votre activité, de la nature de votre activité et du développement prévisible de votre activité dans l'année de la création. Donc, une fois qu'on a fait cet abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires, on a votre revenu et ce revenu, on lui applique le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec les autres revenus de votre foyer fiscal. Donc, typiquement, si vous êtes marié, vous allez être imposé dans la tranche habituelle de vos revenus globaux. D'accord? Ensuite, l'impôt sur le revenu au réel, la seule différence est que le revenu imposable est déterminé en fonction des charges réelles. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour le carburant, par exemple, là, vous allez pouvoir conserver vos tickets de carburant et déduire réellement les dépenses de carburant de votre chiffre d'affaires. Et vous allez pouvoir avoir la notion de bénéfice ou de déficit à la fin de votre exercice et qui va vous permettre également de déclarer un déficit éventuellement, notamment sur les premières années de création, de déclarer un déficit qui va venir déterminer le revenu global de votre foyer fiscal, le revenu imposable global de votre foyer fiscal. Et enfin, l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est un impôt, je vous le rappelle, qui s'applique soit à toute forme de société ou à l'EURL sur option. Votre chiffre d'affaires est imputé pour déterminer votre résultat fiscal. Votre chiffre d'affaires est imputé de vos charges réelles, dont la rémunération du dirigeant. Donc, vous allez prévoir que vous vous versez une rémunération fixe tous les mois en qualité de dirigeant et d'associé, et cette rémunération va venir en déduction de votre chiffre d'affaires. Et à partir de là, c'est de cette manière, après déduction de ces éléments, donc les charges réelles et la rémunération,
on va pouvoir déterminer le bénéfice ou le déficit imposable, qui sera représentatif du résultat de l'entreprise et non de votre résultat personnel. Et ce résultat de l'entreprise sera imposé au titre de l'impôt sur les sociétés à 28% ou 15% en fonction du montant du résultat. Et après cela, vous aurez le choix de procéder à une distribution de dividendes ou à la mise en réserve de votre bénéfice pour les années suivantes. Alors, la TVA, c'est un impôt, c'est une taxe qui vient s'ajouter, qui est en dehors, en fait, qu'il faut voir en dehors de tout ce que je viens de vous exposer. Et c'est une TVA qui est calculée, le montant de la TVA que vous devez payer à l'État est calculé de la manière suivante, très schématiquement, TVA collectée moins TVA déductible égale TVA due. Donc, vous avez là plusieurs options également à faire à l'occasion de votre création. Soit l'option de la franchise en base, ce qui veut dire que vous avez une TVA vous n'aurez pas de TVA qui sera applicable jusqu'à un plafond qui est de l'ordre de 40 000 €. Et ce qui veut dire que vous n'avez pas de déclaration de TVA à établir. Attention néanmoins, si vous dépassez ce plafond, vous êtes redevable de la TVA à la date du premier mois du dépassement. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes en franchise en base, il faut absolument veiller à votre montant de chiffre d'affaires facturé et reçu tout au long de votre exercice dès le mois de dépassement pour tout de suite faire votre déclaration de TVA. L'avantage de la franchise en base, c'est que vous serez plus compétitif quand vous allez commencer votre activité, puisque vous serez plus compétitif par rapport à des sociétés qui seront plus importantes et qui seront assujetties à la TVA, puisque ces dernières auront un prix final consommateur plus important que le vôtre, puisque vous n'aurez pas de TVA. Ensuite, vous avez plusieurs autres régimes de TVA. Donc là, c'est les régimes réel simplifié, mini réel ou réel normal. Ce sont des régimes dans lesquels on paie de la TVA. Et en fonction du choix de votre société et de votre montant et du montant de votre chiffre d'affaires, vous avez le choix entre ces trois régimes. Le statut social que vous rechercherez sera aussi déterminant dans le choix de la forme de votre entreprise. Soit vous êtes sous le régime de travailleur non salarié, ce qu'on appelle TNS, ou de l'assimilé salarié. Donc, vous êtes travailleur non salarié et très schématiquement, vous êtes travailleur non salarié, donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas au régime général de la sécurité sociale. Vous dépendez du régime de la sécurité sociale des indépendants et vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous êtes entrepreneur individuel, gérant majoritaire de SARL, gérant de URL, associé de URL non gérant, exerçant une activité dans l'entreprise, parce qu'effectivement, il est possible de créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée avec un associé unique et un gérant qui ne serait pas associé, qui aurait la seule fonction de gérant. Donc, dans ce régime-là, sécurité sociale des indépendants, c'est plus le régime social des indépendants qui a disparu. Aujourd'hui, la caisse a disparu et tout est géré par la CPAM avec une caisse, une branche, un service dédié aux indépendants au sein de la CPAM, mais le régime en lui-même n'a pas disparu, ce qui veut dire que les cotisations sont toujours celles de l'ancien RSI. Donc, vous avez les cotisations obligatoires, maladie, retraite et URSSAF, qui sont de l'ordre de 45% environ de votre chiffre d'affaires
Ce qui veut dire que la première année, il faut mettre de côté de quoi payer vos cotisations qui interviendront sur la base de votre réel l'année suivante. Vous avez aussi la possibilité de faire une demande d'ACRE, et ça c'est une autre question, et je ne peux pas forcément et malheureusement tout aborder. Donc, si vous êtes par contre gérant minoritaire ou égalitaire de SARL ou président de société par action simplifiée, qu'elle soit unipersonnelle ou non, ou de société anonyme, on parle d'une société anonyme tout à coup. C'est pas moi qui ai fait le slide. Dans ce cas-là, vous êtes assimilé salarié, ce qui veut dire que vous êtes rattaché au régime général de la sécurité sociale. Et si vous avez été salarié jusque-là, ça veut dire que votre régime ne change pas, vos indemnisations sont les mêmes. Et au niveau des cotisations qui seront payées par la société, il y aura environ 23% du salaire brut qui seront payés au titre des charges salariales et entre 36 à 47% environ du salaire brut qui seront prélevés au titre des cotisations patronales. La base de calcul de vos cotisations sociales. Il faut voir cela, là encore, de manière binaire, selon que vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, IR, ou à l'impôt sur les sociétés, IS. On reprend un petit peu, en fait, pour déterminer soit votre revenu à l'impôt sur le revenu, soit votre résultat à l'impôt sur les sociétés. Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, on prend votre chiffre d'affaires, donc tout ce que vous avez facturé, moins vos charges, qui sont déduites, on l'a dit tout à l'heure, soit de manière forfaitaire, soit de manière réelle, et on a vos revenus. Et à l'impôt sur les sociétés, on prend votre chiffre d'affaires, tout ce que vous avez facturé, moins vos charges au réel, là pour le coup, vos charges réelles engagées, moins la rémunération du dirigeant, et là on a votre résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'impôt sur le revenu, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite là à cette occasion, que vous preniez pour vous, à titre de rémunération, 1000 ou 2000, si lorsqu'on a fait le calcul, lorsque votre expert comptable aura fait le calcul, chiffre d'affaires moins charge, on est à 2000 €, vous serez imposé sur la base de 2000 €. Peu importe que cette somme, vous l'ayez mise de côté pour vous constituer une épargne de sécurité pour votre activité ou pas, vous êtes imposé sur l'intégralité du résultat mathématique qui est chiffre d'affaires moins charge. Tout ne sont pas des charges en fait dans une activité. Alors que dans le cadre d'une société imposée à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, votre rémunération est déduite en fait de votre chiffre d'affaires au même titre que les charges et du coup votre résultat, votre base imposable est déduite déjà, est allégée de votre propre rémunération. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur le calcul revenu, résultat et la différence et l'intérêt pour vous aussi. Donc, au niveau social, les cotisations sociales sont calculées sur la base de ce revenu ou du résultat de l'entreprise et le montant des charges sociales et des cotisations sociales sont calculés sur ces bases-là. Vous avez à côté de cela, pour les travailleurs non salariés, des garanties complémentaires optionnelles. Ce sont des contrats privés que vous allez souscrire auprès de l'assureur de votre choix. En matière de santé, en matière de prévoyance et de retraite. Donc ça, ce sont tout ce qu'on appelle les mutuelles non obligatoires pour ce qui est de la santé, et puis les prévoyances et les épargnes retraite, par exemple. Et là, c'est vraiment au choix du dirigeant et selon ce qui sera adapté à votre propre situation. Le régime microsocial, donc dans ce cadre-là, on est dans un schéma différent puisque on applique aux entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise
régime micro-social. Vous faites le choix du régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, votre abattement de charge est calculé sur la base d'un forfait et on vous applique du coup un régime micro-social calqué sur le même principe. Donc, vous avez différents taux applicables, vous les avez dans le PDF qui vous est distribué. Il n'y a pas tellement d'intérêt à ce que j'insiste là-dessus. Si vous vendez des biens, en fait, vous êtes à 12,8% de taux applicable au titre de votre régime micro-social. Si vous êtes sur une prestation de service, vous êtes à 22% plus une contribution à la formation. Donc là, on est sur le montant de vos cotisations sociales, le calcul de vos cotisations sociales. D'accord ? Vous pouvez faire donc l'option à ce régime micro-social est sur option uniquement. Et puis, vous avez la possibilité de sortir de ce régime sous conditions également précises. Donc, un tableau comparatif de tout ce que je viens de vous expliquer, Au niveau juridique, vous avez le choix entre exercer seul ou à plusieurs associés. Ce sont les critères en fait déterminants du choix de votre forme sociale, mais pas seulement. Puisque vous avez quand même également le choix de la responsabilité qu'il faut prendre en considération dans ce tableau et qui n'apparaît pas, c'est-à-dire que on ne décide pas de créer ou pas une société sur le simple principe qu'on veut être ou non plusieurs associés. Si on est plusieurs associés, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de créer une société. Par contre, si on est seul, on a ce choix-là de créer une société ou non. Et le choix va se faire donc sur les critères qu'on a déterminés, donc critères fiscaux, critères sociaux, protection de la famille, engagement de la responsabilité, protection financière de la famille et engagement de la responsabilité du dirigeant et création ou non d'un patrimoine d'affectation, etc. Je voulais vous dire un mot aussi sur le montant du capital à débloquer pour créer une société, puisqu'on n'a pas de minima légalement fixé pour aucun des deux types de sociétés que sont la SAS et la SARL. Simplement, si vous créez, c'est le gage, votre capital social, le capital social de votre société, c'est le gage des créanciers. Ce qui veut dire que votre crédibilité auprès de vos créanciers notamment, donc auprès d'une banque, sera basée sur le montant du capital que vous allez déposer. C'est-à-dire que si vous avez créé une EURL avec un capital à 1 euro ou à 30 euros, que vous allez demander un prêt pour acheter du matériel, très clairement, la banque va voir que vous êtes engagé à hauteur, personnellement, en tant qu'associé, à hauteur de 30 euros que vous avez mis au capital, et donc elle sera moins encline à vous prêter de l'argent. Elle vous demandera dans ce cas-là de vous porter caution de votre société, et du coup, on se posera la question de la nécessité d'avoir créé une société si c'est pour par la suite se porter caution d'un engagement que vous contractez au nom de la société. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre protéger votre patrimoine et votre famille, ou si vous êtes seul, votre patrimoine personnel, et apporter un gage suffisant aux créanciers et aussi avoir de la crédibilité auprès de sa future clientèle. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et ça se travaille également en amont. C'est quelque chose dont il faut discuter avec votre avocat au moment de la création avec les interlocuteurs qui vous accompagnent. En général, aujourd'hui, on a un montant, le capital moyen qui est déposé au moment de la création d'une société est de l'ordre de 1 000 euros pour une société unipersonnelle notamment. Voilà. Ensuite, vous avez le récapitulatif également du statut social, donc travailleur non salarié. Vous avez les cas dans lesquels vous êtes travailleur non salarié, donc
assujettis aux cotisations qui sont l'ancienne RSI, hein, et puis le statut assimilé salarié de l'autre côté, avec les précisions des personnes à qui cela s'applique. Et puis enfin le régime fiscal, donc l'impôt sur le revenu. Vous avez là pour le coup le choix de faire une option pour l'impôt sur les sociétés en EURL. Et puis, vous avez des petites croix effectivement en SAS et en SASU pour votre statut fiscal, puisque tout simplement, vous allez avoir en dessous, vous allez avoir l'imposition de votre résultat à l'impôt sur les sociétés, et pour la case rémunération du dirigeant, là, vous allez être effectivement à l'impôt sur le revenu pour vos propres revenus tirés de cette activité. Voilà. Et puis enfin, le statut du micro-fiscal qui n'est applicable qu'à l'entreprise individuelle avec des seuils, des plafonds hein, de chiffre d'affaires annuel à respecter pour pouvoir bénéficier de ce statut micro-fiscal. Voilà, je pense que mon intervention est terminée et je vous laisse la main pour d'éventuelles questions. Merci, merci beaucoup, Lauriane. Voilà, il y a quelques questions qui sont apparues. Alors, en micro-entreprise, comment puis-je faire ma déclaration d'insaisissabilité? Alors, c'est au moment de la création. C'est au moment de la création que vous avez une case à cocher, tout simplement, au titre de l'insaisissabilité. Donc, vous avez cette case à cocher au moment de la création et après, ça se fait automatiquement. Et puis-je la faire moi-même? Oui, tout à fait. Le souci étant que ce sont ce sont des CERFA hein, à remplir très clairement pour toutes ces déclarations. Vous avez légalement le droit de les faire vous-même. Si vous vous en sentez capable, il n'y a aucune difficulté à le faire. C'est toujours mieux de prendre les conseils d'un professionnel pour remplir correctement cette déclaration dans la mesure où elle vous engage sur des choix sur lesquels vous n'allez pas pouvoir revenir sauf sous certaines conditions et sous des conditions notamment de temps. Très bien. Autre question, puis-je rédiger mes statuts de société, donc moi-même, et qu'est-ce qu'il est obligatoire de noter? Alors là, de la même manière, vous avez tout à fait le droit d'établir vous-même vos statuts. Ce que je ne conseille absolument pas parce que chaque société est différente d'une autre. Chaque exemplaire de statut doit être adapté à votre type d'activité et à votre fonctionnement et à votre famille, à la forme de votre famille et à la protection que vous souhaitez. Ce qu'il est obligatoire de faire figurer, de toute façon, vous allez trouver des modèles en ligne, hein, très clairement. Ce qui est obligatoire de faire figurer, ça va être la dénomination sociale, la durée de votre société, c'est maximum 99 ans en France pour une SARL par exemple, le nom des associés, le nombre de parts, le montant du capital et le partage du capital si vous êtes plusieurs associés, le montant nominal des parts, c'est-à-dire que chaque part représente 10 € ou 1% du capital. Très bien. Et le siège social. Sur la micro-entreprise, quel est le plafond de TVA? Alors, ce sont des plafonds qui sont modifiés toutes les années et c'est de l'ordre de 40 000 € de mémoire, mais à vérifier. Ça, je peux vous faire passer les plafonds peut-être par votre intermédiaire pour avoir les plafonds. Très bien, mais c'est voilà, c'est dans une fourchette de 40 000 €. On pourra effectivement transmettre l'information aux personnes qui ont posé cette question. Également, autre question, en tant qu'entreprise individuelle, n'est-il pas plus intéressant
d'être à l'impôt sur le revenu lorsque l'on n'est pas imposable et puisque notre rémunération ne l'est pas. Alors, est-ce que vous pouvez répéter parce que là, vous m'avez perdu. En tant qu'entreprise individuelle, n'est-il pas plus intéressant d'être à l'impôt sur le revenu puisque notre rémunération, elle, n'est pas imposable? Alors, votre rémunération est imposable. Elle est imposable dans la mesure où on ne fait pas de distinction justement entre votre rémunération et le montant du bénéfice en fait qui sera établi selon les chiffres. Après, vous serez imposé sur tout ce qui sera sur le montant mathématique en fait qui sera établi après l'abattement forfaitaire qui est prévu. Donc, en fait, le choix vous êtes imposé sur vos revenus au titre de, rien n'est exonéré, si vous voulez, là-dessus. Vous n'êtes pas exonéré d'imposition sur votre revenu. C'est votre revenu qui est déterminé en fonction d'un abattement forfaitaire de charge. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, on a fait le tour des principales questions. Et puis, voilà, le webinaire arrive à sa fin. Lauriane, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, vous l'aurez bien compris, le statut juridique ne se choisit pas à la légère. Pour certains cas, il est important voilà, de faire appel à un avocat. Donc, voilà, j'espère que je pense que c'était très clair et très enrichissant pour nos participants. Au-delà de cette intervention, voilà, sachez que la CCI est à vos côtés à chaque étape de votre projet, notamment via des formations comme la formation 5 jours pour entreprendre, la formation aussi micro-entrepreneur et nos accompagnements individuels également sur l'étude de marché ou le business plan. N'hésitez pas à contacter voilà, la Chambre de commerce pour aller plus loin, si également sur le sujet vous avez d'autres questions. Et puis, vous pourrez regarder prochainement le replay de ce webinaire, voir également d'autres replays sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à voir nos prochaines dates sur notre site internet dans la rubrique Agenda. Merci à tous voilà, pour votre participation. Merci Lauriane. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.